Mesdames et messieurs, bonjour, c'est votre programme 10-12 des Zénith, le talk show des talk shows sur les antennes d'Equinox Télévision qui débute à l'instant. Vous êtes avec nous et vous avez bien fait, c'est l'endroit où il faut être lorsqu'il est 10h jusqu'à 12h. Et aujourd'hui, nous sommes le 5 octobre, vous le savez, c'est une journée dédiée aux enseignants, mais dans un contexte extrêmement tendu entre les pouvoirs publics et les soldats de la craie. Quelle valeur ajouter à ce jour? Que faisons-nous de nos enseignants? À quelle place les mettons dans notre société? Et surtout, quel futur voudrons-nous pour justement nos enfants? Les enseignants se posent tout un tas de questions et leur avenir est hypothéqué. Les couleurs de l'année scolaire deviendront-elles ternes? En tout cas, c'est un ensemble de questions, mais sur ce plateau, nous avons des couleurs très particulières. Il y a un contraste qui est né, un véritable contraste, et vous allez savoir pourquoi lorsqu'avec le concours de Nadine Guanfo, Innocent Abega et bien sûr Carlos Minoué qui assure la phase technique de ce programme, nous aurons le plan large sur nos stars du jour. Je dis stars parce que ce sont des stars. Voilà, Dominique Audrey Oyengelek d'abord. Oui, madame. Là, on a... La condition féminine a d'entrer en action. Oui, oui, ça Madame Guanfo est dans la condition féminine. Non, oui, madame Guanfo. Nadine Guanfo, vous êtes en train de faire exprès pour protéger... Voilà, ça y est. On a... Un rose... Vous voulez protéger Dominique Audrey. Je comprends vos intentions. On a un rose. Oui. Comment vous qualifierez ce rose? Défraîchi. Défraîchi. Un rose fatigué. Fat. Oui. Amour vulgaire. Amour On ne met pas la caméra sur moi. Amour pâle. Laisse ma fille, laisse-le terminer. C'est des camailleux. Non, on n'a pas demandé. Ce sont On n'a pas demandé que tu camailleux commandes Dominique de rose. Audrey. Oui, camailleux de rose. Nous, on ne voit qu'un rouge qui est un rose qui est défléchi. C'est un semblant de rose qui avait été rose dans le temps. Non. Et qui avait la rose du temps. Non. Après, par contre, ce type de rose renseigne sur la qualité de l'émotion de Dominique. Ah oui. Audrey. Par contre, à ma Et de gauche, on a l'amour. Rose. Votre voisine Voilà. de gauche, Pamela Fomène, Rose rose vivant. éclatant, Pim, vivant, pim, pam. flamboyant, pimpant. C'est- Et le rouge à lèvres qui va avec. Voilà. Jusqu'au- Donc, on a des sentiments, on a un Non, air non, de mais- sang. mais- Son sourire dit tout. Et Son ben sourire- voilà. Un vrai monsieur Ding, vous entrez dans la concession de quelqu'un sans l'autorisation du chef de la Merci. concession. Oh. Et- Dans ma concession, on apprend que la tradition c'est la transmission. Dominique Audrey transmet à sa sœur les couleurs, valeurs pas de Dominique mariage. Audrey. Oh là là. Dominique Audrey ne partage pas. Elle Dominique doit Audrey être n'est pas partageuse. Ça, Elle transmet à Zéro. sa petite sœur les valeurs du futur pour qu'elle soit plus Je sais pas éclatante, si c'est- qu'elle ne soit pas en tout cas, sa pour Pamela concurrente. Fomène. C'est ça ma concession. Pour Pamela Fomène, je ne sais pas si c'est Franck ou Michel ou alors Antoine. Je vais valider À par le la lobby. lue de Ne ce cherche pas à rose. savoir dans ce Ce cas. rose de ce jour, un rose bourbon. Voilà. Bourbon. Et vous appelez ça camailleux? Un C'est camailleux de Camailleux de rose, ce sont Camailleux les de diverses rose, nuances voilà. de rose. On peut avoir du rose qui tend vers du violet, du Voilà, rose qui tend 50 vers du Shades of blanc. Pink. C'est du rose. Dans ma concession, mes filles ne se chamaillent pas. Non, non. Elles se transmettent les Bon, valeurs. donc, c'est une gymnastique. L'aîné Bon, ça, c'est la transmet gymnastique. à la C'est une valeur. On a regardé dans la concession à travers la fenêtre. L'aîné permet On a que vu. la plus jeune rayonne davantage. Voilà comment ma concession est préparée. En tout cas, on espère que ça va rayonner encore très longtemps, Pamela Voilà. Fomène. Dominique Audrey, on espère que le rayonnement va venir, mais en attendant, l'histoire du jour. On va se battre pour que ça rayonne. C'est l'histoire de ma nièce. J'ai besoin d'aide ou d'un autre regard. J'ai grandi dans la même maison que ma nièce, la fille de mon frère. Après, je suis partie de la maison pour me rapprocher de mon école. Après mon départ, j'ai suivi beaucoup de plaintes venant de là-bas vis-à-vis de ma nièce. Elle ne voulait pas fréquenter, des échecs à répétition, des fugues, le vol, manque de respect, rapports sexuels fréquents et à outrance. Je présume qu'elle a, aujourd'hui, elle a 21 ans.
Elle a tellement fait ça et sali le nom de son père qu'il en est fatigué. Il a tout fait, mais rien. Surtout qu'il n'a pas le soutien de sa femme qui lui cache des informations. Il est toujours en déplacement, parfois hors du pays. Je peux vous assurer qu'ayant grandi là-bas, tu sors de là bien discipliné, la tête pleine, bonne éducation, tout ce qui va avec, surtout grâce au père malgré son absence. Tous les enfants qui passent là-bas réussissent, sauf ses deux aînés. Premier fils et première fille de mon frère. Il a dû envoyer l'autre ailleurs pour qu'il ne s'égare pas comme sa fille. Donc, avec tout ce qu'elle a bien pu faire, vraiment, c'était beaucoup et son père est fatigué et a décidé de la laisser vivre sa vie. Si c'est le dehors qui l'intéresse, depuis, elle marche de maison en maison, d'homme en homme. Ce qui m'amène ici est que dans son désordre, elle est tombée enceinte et le dit garçon, celui qui l'a mise enceinte, qui lui avait dit qu'il avait 25 ans, et une licence, lui a révélé qu'en fait, il n'avait que 19 ans et cherchait encore son baccalauréat. Et il a décidé de couper la relation avec cette dernière. Maintenant, il n'y a personne qui puisse l'aider car son père a interdit formellement à tous les membres de la famille de la recevoir ou de l'accueillir chez elle, auquel cas il se le mettrait à dos. Même sa mère dit qu'elle ne peut rien, elle ne travaille même pas pour dire qu'elle peut aider sa fille en cachette financièrement. L'enfant est toujours de maison en maison. Maintenant, elle a essayé de faire une interruption volontaire de grossesse. Moi, sa tante, j'ai refusé, chose qu'elle a écoutée, et aujourd'hui, elle dit qu'il y a une dame qui est prête à s'occuper d'elle. Mais à la fin, qu'elle remette l'enfant à la dame, et j'ai demandé qu'elle refuse. Je voudrais l'aider du mieux que je peux, mais j'ai peur de diviser la famille du coup. Quelle méthode adopter pour que son père puisse baisser sa colère pour reprendre sa fille, du moins comment l'aider, parce qu'aujourd'hui elle est dans le besoin. Son père fait savoir que si il meurt, sa fille n'a pas le droit de se pointer à son deuil, et à moins qu'elle ne soit dotée et qu'elle ait un bac plus 5. Jeune, enceinte et dehors. Oui. Ça devient compliqué, ça. Très compliqué. Vraiment compliqué. Et surtout ce père qui semble camper sur ses positions et qui, justement, ne veut pas infléchir. On dit souvent, Dominique Audrey, que le père peut bavarder, tourner, faire ce qu'il veut, mais dès qu'il tient son petit-fils entre les mains, tout ça s'envole. Vous pensez que ça peut être le cas aujourd'hui? Certains papas. Certains fléchissent à la vue de leur rejetant leur petit. Sauf que d'autres parfois restent sur leur position et s'assurent que leur enfant, leur fille notamment, assimile la leçon que la vie leur enseigne. Ici, on parle d'un papa qui a été humilié. La plus grande douleur d'un père, c'est d'être peut-être dans un bar en train de consommer une boisson et d'entendre les gens à côté parler du corps de sa fille, de comment est-ce que sa fille a été utilisée sur le plan sexuel. C'est une humiliation de savoir que sa fille a fait en un an au moins 8 à 10 mariages, un mois un mariage. C'est une humiliation de voir que ses enfants sont entre guillemets des ratés, que sa fille sur laquelle il fondait les espoirs, parce que ce sont ses deux aînés, ait refusé délibérément d'aller à l'école. Pourtant, les enfants qu'il a élevés chez lui précédemment ont tous éclaté, ont tous réussi dans la société. Donc ici, si le papa dit il faudrait, si je décède, si elle n'est pas mariée comme il se doit et qu'elle n'a pas un bac plus 5, qu'elle ne se ramène pas, ça veut simplement dire que son père lui donne la possibilité d'arranger les choses. Moi, j'ai demandé à sa tante, est-ce que vous ne pouvez pas la laisser aller camper devant la maison de son père? Et tout, elle a dit que ça ne sert à rien. Il refuse. Il ne veut rien entendre, il ne veut rien savoir, il ne veut même pas la voir en peinture. Donc, il faudra simplement que sa fille prenne sur elle, parce que quelque part aussi, elle a choisi d'être une adulte. Elle a choisi de faire des choses d'adulte, et c'est pour ça que je dis parfois, quand vous vous rendez compte que l'enfant refuse délibérément d'écouter, vous le laissez se heurter à ce que la vie
va lui placer devant comme mur. Et après, la personne va mûrir d'une certaine façon. Vous, la tante qui écrivez, vous avez également la possibilité de l'aider, même si le papa va se fâcher. Vous l'hébergez et qu'elle se trouve un travail, qu'elle prenne son enfant en charge et dans la mesure du possible, qu'elle retourne simplement à l'école. Son père veut un bac plus 5, qu'elle donne le bac plus 5 à son père. Est-ce qu'il n'est pas possible que si elle décide de le faire, comme vous le dites, oui. Qu'un membre de la famille, je ne sais pas, on a toujours un cafeteur, un judas, oui. Qui va aller rapporter au père. Est-ce que justement, ce n'est pas sa crainte à cette tante-là de casser la relation avec elle dit que c'est sa crainte. Mais maintenant, qui aimerait voir son neveu dormir sous un pont ou dans un tunnel? Parce que le père de l'enfant va se fâcher. Il va se fâcher. Il va vous bouder pendant des jours, peut-être des mois, mais après, ça va passer. Parce que quelque part, il se dira, elle a tout de même pris soin de ma fille, bien que récalcitrante. Donc, vous prenez votre nièce, vous l'aidez à gérer son bébé, qu'elle donne le bac plus 5 à son père. Maintenant, le mariage, c'est pas ça, il n'y a pas une boutique. Vraiment, on ne vend pas ça en ligne en disant, je veux commander un mari dans 3 ans, 2 ans. Ça ne se fait pas comme ça. Elle va devoir bâtir une relation qui pourrait déboucher... Vous ne trouvez pas qu'on commande pas, vous trouvez qu'on ne commande pas un mari dans une ligne? Non, j'ai vu les gens commander. Vous ne pensez pas que le comportement aussi... Vous aussi des rencontres là. J'ai vu, on m'a montré quelque chose comme ça. Oui, il y a des sites. Mais il y a des sites où on met le profil du mec qu'on veut. Hein, et puis, bam, le moteur de recherche vous sort l'Apollon idéal. Et puis, vous organisez le rendez-vous. Combien sur 20, sur 10, sur 100 fonctionne? C'est pour ça que vous parlez des qualités, des critères et tout. C'est pour ça que je dis un mariage ou bien une relation sérieuse, ça va se construire dans le temps. Elle ne peut plus avoir un certain nombre d'exigences. Et maintenant, jeune fille, si vous nous regardez, évitez les interquartiers, c'est nauséeux. Les interquartiers, c'est-à-dire vous vivez à Bépanda, vous sortez à Bépanda, je sais même pas, 3 Calaissons, il faut laisser nos quartiers. Après, quand vous êtes à Bépanda 3 Calaissons, vous cherchez un gars à Bépanda 3 Calaissons, vous vous mariez un mois et après vous allez épouser le voisin dans le même quartier et tout. C'est un peu nauséeux, il faut faire ce genre de choses un peu loin. Et bien sûr, pour ceux qui nous regardent, puisque les enfants sont à l'école, faites très attention. Quand vous avez quelqu'un à la maison... Pourquoi vous voulez pas que votre amoureux soit dans le même quartier? Pourquoi il doit être dans le même quartier que vous? C'est un peu comme si vous voulez épouser votre collègue ou sortir avec votre collègue. Vous avez peur, votre camarade de classe. Vous avez peur qu'il voit qui vous êtes vraiment? Non, c'est pas une question de voir qui on est vraiment. Ce qu'on est dans la rue n'a rien à voir avec ce qu'on est au fond. Parce que tout le monde se donne une apparence, un comportement, du moins se donne un genre. Mais alors pourquoi cela vous dérange que vous soyez du même quartier que votre amoureux? Non, ça me gêne. Franchement, ça me gêne. On a un peu envie d'avoir une vie privée. Une vie privée. Donc, Cédric dit, il n'était pas question des interquartiers ou des inter... Non, parce que moi, cela m'intrigue. Hein. Vous avez posé, Charles va répondre à la question. Cela m'intrigue. Mes parents ont vécu dans le même quartier. Aujourd'hui... il y a des années, des décennies de mariage derrière. Oui, ce sont vos parents. Oyengel et Dominique vous dit. Oyengel et Dominique Audrey, parce que Dominique Audrey vous dit que les interquartiers, c'est nauséeux pour elle. Aïe. Donc maintenant, comme les enfants sont... C'est elle qui n'est pas sérieuse. Ouais, Seigneur. Non, moi j'ai un problème avec ça. Vous ne pouvez pas me faire... Tout le monde le sait. Intertravail, interquartier, interclasse. No way. Vraiment, no way. Tout le monde le sait. Oui, j'ai dit ça ici tous les jours. Je dis ça tous les jours. Vous pensez que c'est une loi gravée dans le monde? Ce n'est pas une loi, je parle de moi, Cédric Digne. Dominique Audrey Oyengel trouve que c'est un peu répulsif d'avoir des relations avec son voisin, avec son collègue, avec son camarade de classe. Je le dis tous les jours, c'est pour ça que je dis moi, je trouve que c'est un problème. Ça ne peut pas fonctionner. On est beaucoup trop proches. Donc, aux enfants qui nous regardent à la maison en ce moment, à ceux qui sont têtus envers leurs parents, tant que vous avez la possibilité de quelqu'un qui est prêt à financer vos études, faites-le sérieusement. La vie, le sexe, les voyages, la jeunesse et tout ça, vous aurez tout le temps de le faire. Le minimum, ayez au moins un baccalauréat et après, vous pourrez décider de l'orientation. Ça garantit encore quelque chose, le bac au Cameroun? J'en ai terminé. Ça garantit encore quelque chose? Bon, et alors moi le BPC. Comment vous nous faites descendre encore? Non, mais moi je suis en train de dire, sortez du lycée. Il y a beaucoup qui procèdent au décrochage scolaire pour
de petites histoires banales qui peuvent vivre après le baccalauréat. Vraiment, dites aux enfants, faites le maximum, allez à l'école, autant que faire se peut. Et après, vous aurez la liberté de faire ce que vous voulez. Moi, j'aurais dit la licence. Et ne laissez pas l'enfant à la dame qui dit, je m'occupe de toi et tu me donnes l'enfant là. C'est malsain. C'est bizarre, c'est bizarre. Moi, j'aurais dit la licence minimum. Charles Amen Bachou, bizarre. vous dites quoi à cette jeune femme aujourd'hui? Alors hier, aux environs de 19h, c'est une légère digression, j'ai été interpellé par un papa, un monsieur, bien dans sa peau, qui est venu me voir et me dit, il faut qu'on cause. Il me dit, il s'est déplacé pour la ville de Tchang. Et il allait à un deuil avec les membres de son association, l'élite. Il est arrivé à Tchang et le monsieur a organisé un charter. Il a appelé des filles, il avait appelé des filles avec qui il devait passer la nuit pour mettre ses invités à l'aise, ce que vous appelez les téléchargements. Alors ils avaient pris un hôtel. Alors lui il est couché, et on envoie donc la fille. Les filles sont arrivées, elle était dans la chambre, on envoie la fille. Il était nu sur le lit. Il a pris le bain, donc apparemment c'est le fonctionnement. Qui voit-il? C'est sa propre fille. Dans un village hôte, et il savait qu'il avait laissé sa fille à Douala. Donc sa fille joue les escorpions en fait. Non. Je prends cela pour vous raconter. Il était abattu, sa fille a choqué quand elle a vu son père, il s'est évanoui, il l'a mené à l'hôpital. Il a appelé sa femme sans rien dire. Il me dit à l'heure actuelle, c'est en train, pourquoi vous riez? C'est à faire boum. Je vous passe des commentaires. Dominique Audrey. Deux choses. Les affaires d'éducation ne se discutent pas en famille. Ça ne se discute pas en famille. Elle amène sur la table un problème sale. Sale. Qui devrait avoir la mention irrecevable. L'attente? Je dis oui. C'est un problème sale. Sauf qu'on n'est pas le conseil constitutionnel. Non, je dis bien irrecevable. Elle-même est fautive dans l'affaire. Les affaires d'éducation ne se discutent pas. Premièrement, c'est elle le problème. Ce monsieur n'est jamais là. Il a échoué lamentablement à l'éducation de sa fille. Permettez-moi. Elle dit que les autres ont Vous avez dit, ouais, j'ai dit, j'en viens. Ok. Il a lamentablement échoué. De tous les enfants qu'on connaît, l'enfant têtu, l'enfant sage, l'enfant discipliné, l'enfant, on maîtrise ses enfants. On maîtrise ses enfants. Chaque nom donné à l'enfant va puis revenir dans cette vieille rengaine. Il a échoué. Lorsqu'on se rend compte qu'effectivement, la fille a posé pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, une succession d'erreurs. Avant que le père ne prenne l'ultime décision, qu'est-ce que la famille a fait? Qu'est-ce que la famille a fait? Dominique. Donc à ce moment-là, il aurait dû avoir des assises pour poser le problème. Avant la décision ultime. De bannir sa fille. Ah, pas mettre la fourmaine. C'est rose qu'elle met là tous les jours dehors. Depuis là, j'ai constaté que ma fille, elle ne mange même plus à la maison, tout le temps les chocolats et tout ça. Vraiment, cette attitude, vraiment. Le père se plaint, la famille se plaint des enfants. Quand ils se retrouvent entre frères, ils se plaignent. Elle vous a énuméré une succession. Qu'ont-ils fait pour résoudre ce problème? Rien. C'est à la décision ultime que tout le monde fait semblant de se réveiller en disant ouais, on a trop parlé à cette fille, elle a pris la grossesse, elle a échoué, moi-même j'ai été dans cette maison, moi-même j'ai fait ceci, moi-même j'ai fait cela. Regardez à la fin, elle-même est extrêmement fautive. Ça veut dire que c'est un problème sale. C'est elle-même qui est fautive. C'est elle le problème. Monsieur dit oui. Vous êtes mon frère. Vous jetez votre enfant dehors. Je dis votre enfant. Dehors. Cet enfant, je vois la situation où je me rends compte que cet enfant a jeté. Je mets l'enfant chez moi. Vous venez me blâmer. Vous viendrez me blâmer, moi, d'avoir pris mon enfant. D'avoir pris mon enfant. Qu'est-ce que je te gère? Je vous ai dit que dans les problèmes des adultes, ne mêlez jamais les enfants. Ne mêlez jamais. C'est un principe de famille.
Ne mêlez jamais les enfants aux problèmes. Je me balade, je trouve mon neveu en train de fumer. C'est l'enfant de mon frère, je passe. C'est ça? C'est ça votre monde. Je me balade, je trouve mon enfant. Je fais la différence pour que vous compreniez plus, ça c'est votre logiciel. Je me balade, je trouve ma nièce en train de faire bisounours avec un vieillard. Je laisse. En train de faire bisounours. Oui, parce que c'est... Non, j'emploie vos mots. Parce que c'est l'enfant de ma soeur. Ça se règle là. À l'immédiat. Et je le règle avec la dernière énergie que même ton propre père ne pouvait l'avoir. Alors, elle, la tante n'a rien fait. Et elle vient nous dire, est-ce que vous permettez que je prenne? Mais j'ai peur que le père, elle n'a aucune solution qu'elle propose là. Elle veut tout simplement avoir le regard de la société. On dit, j'ai aussi essayé. On a appelé les gens en disant qu'allez écouter qui donc j'ai aussi parlé. Si ça peut changer, ça change. J'ai quand même parlé, mais elle n'a aucune intention. Parce que premièrement, cette fille n'a pas d'abri. Ouais. On l'a dit, elle va de toiture en toiture. Ça suppose qu'elle va de l'élévation interfessière. Ma chérie, pour passer la nuit, tu dois me livrer. Pour passer... Oui, c'est ce que ça veut dire. Elle va se retrouver à prendre une autre grossesse. Et la tante dit, j'ai peur de ce que ton père, il a dit qu'il va nous régner. Comme je l'aime trop, il nous aide beaucoup, il participe. Je ne peux pas moi te prendre. Je préfère l'argent de mon frère, je préfère l'amour de mon frère à toi. Quels sont ceux qui vont porter la famille? Ne l'oubliez jamais, c'est les enfants. Hier, nos parents enterraient leurs oncles, leurs frères. Aujourd'hui, c'est notre tour d'enterrer nos papas, nos mamans, nos frères, nos soeurs. Demain, ce sera à nos enfants de nous enterrer. Alors, si vous avez laissé une mauvaise graine entrer dans la famille, elle va polluer gravement la famille. Deuxième chose, ne nous mentons pas, nous les hommes. Ce que nous faisons aux filles dehors, on va faire ça à nos enfants. Plus fort. Ce que nous faisons aux filles dehors, là, on va faire ça à nos filles. Nous passons le temps à torturer les filles dehors. Non, permettez-moi. Non, mais je vous dis. Charles Armel, je vous demande, avant de continuer, oui, je vous demande de suivre mon regard. Non, j'ai suivi votre regard. Nous sommes dans un... Mais c'est le bantou. Ce que vous venez de faire, c'est le bantou qui parle. Jeter les hommes à la... Oui, c'est le bantou qui parle. Charles Armel parlait. Vous ne pouvez pas passer le temps à faire du désordre. Dans tous ces voyages, il fait du désordre. Vous avez des pères voyous, pervers, qui torturent les petits dans les quartiers. Oui, mais c'est ça justement, qui torturent les enfants des autres, alors qu'ils protègent les siens dehors. Des chefs mineurs qui passent le temps à chercher les petites filles qui ont l'âge de leurs filles dehors. Ils oublient qu'ils ont déjà vieilli. Chercher les filles de 28 ans, ils ne sont pas dedans. Ils cherchent les filles qui rêvent. Un autre gars va attraper votre fille dehors. Et c'est ça. Ce karma-là ne loupe pas. Ce karma prend. C'est pour ça qu'on dit aux jeunes, quand tu commences à faire les enfants, mesure tes coups. Mesure ta façon de fonctionner. Parce que ce qui va te louper prendra tes enfants. Maintenant, dernier point, qu'ils enquêtent. Cet enfant n'a pas pris loin. Si elle n'a pas pris ça de son père, elle a pris ça dans la famille de son père. Si elle n'a pas pris ça dans la famille de son père, elle a pris ça chez sa mère. Si elle n'a pas pris ça chez sa mère, elle a pris dans la famille de sa mère. Maintenant, on cherche à savoir pour briser. Mais le premier principe, l'enfant qui naît, l'enfant n'appartient à la femme que lorsqu'il est dans son ventre. Lorsqu'il sort du ventre de la femme, il ne lui appartient plus. C'est pour tout le monde, c'est pour la famille, c'est pour le village. Donc, vous, elle a décidé de venir poser le problème. On lui répond, prends cet enfant. N'écris plus. Prends cet enfant, soigne cet enfant, éduque cet enfant et assume la colère de ton frère. D'accord. Vous partagez également cette lecture, Momo Mengal? Elle devrait prendre cet enfant sur elle, quitte à essuyer le courroux de son frère. Avant de dire, j'ajoute à ce que Charles Armel a dit. La faute ne revient ni au père ni à la mère de l'enfant, mais à cette femme qui nous donne l'histoire. C'est elle qui en assume 80% des responsabilités pour la perte de ces deux aînés de famille. Cette fille et son frère. Pourquoi? Si elle a bien tracé l'histoire de la famille, nous on a vécu ça, nous que sommes les aînés.
C'est-à-dire, papa vous dit, tu portes la famille. Ça commence par tes frères et sœurs. La femme qui vient, elle sait que tes frères et tes sœurs sont ses enfants. Ils ont la charge de porter tes propres enfants. C'est ce que l'histoire semble dire. Elle ne veut pas le dire. Comment se fait-il que l'un jeune couple veille à ce que les enfants qui passent par là, venant de sa belle famille et de sa propre famille, émergent bien? Et ses propres enfants, je veux dire les enfants qui sont passés par là, rejettent en disant, non, le papa, nous on a réussi, hein, si ses enfants réussissent pas, mais on retient que nous tous qui sommes passés là, nous avons réussi dans la société. Ça veut dire, et elle dit, oui, mon grand frère n'est toujours pas là. Peut-être il est dans des multinationales, pas là. Mais comment n'étant pas là, les autres ont quand même réussi? Ça veut dire qu'en fait, c'est chacun s'assoit, Dieu le pousse. Donc il n'y a pas de cohésion dans cette famille. Oui, je veux dire, les autres n'ont pas suivi ce que leur papa a dit. Or, son grand frère et sa femme ont respecté les données de leur papa en disant encadrez vos cadets. Les cadets ont dit bon, sont partis. Et c'est les autres. Moi, c'est mes aînés dans ma famille qui venaient de papa qui m'ont appris à pêcher, à perdre et tout, à laver mes habits. Ce n'est pas nécessairement mon père ou ma mère. Si on est dans un environnement où vous êtes, là, ça veut dire, on arrive en septembre. Nous sommes les enfants de tel, de papa tel. Papa nous a dit de venir fréquenter ici. On dit, allez, les souris ne sont pas de trous dans leur trou. Voilà ce que ce papa il se plaint aujourd'hui. Donc en fait, le courroux du père, c'est pas seulement sur les enfants, c'est pas seulement sur sa fille, c'est pour dire voilà, vous aussi, vous avez échoué, qui deviez me suppléer suppléer dans l'encadrement. Comment se fait-il que les deux aînés ne réussissent pas? C'est bizarre. Ça veut dire qu'en fait, papa, ce couple a mis de l'énergie sur l'encadrement des premiers. Et les premiers n'ont pas voulu prendre le relais. C'est pour ça que madame, toi qui parles là, je termine, comme Chalamel. Si tu ne prends pas cette fille pour la sauver, le karma ne reviendra pas sur ses parents, mais ce sera sur toi. Pamela Fomen, vous pensez que le cycle peut changer de phase désormais si la dame ne prend pas la fille, malgré le fait qu'elle craigne la colère de son frère? Il n'y a pas de colère à craindre là-dedans. Elle doit assumer cela. C'est sa fille, ce n'est pas la fille de son père. Justement, en sortant du mariage, en allant où elle est mariée, je ne sais pas, elle devait prendre. Elle dit, mon frère n'est pas là. J'ai constaté que sa première fille commence à Nathalie, ce que tu fais là, zéro, tu viens chez moi. C'est-à-dire, elle lui répète l'éducation que la mère de Nathalie lui avait inculquée. Quand elle grandissait là, tu dis, ce que ta maman m'a appris, je vais te l'apprendre. Mais elle dit que la maman fait des cachotteries au père. Hein. Mais elle est courant, elle est complice. Comme toutes les mères. Elle vit donc, elle prend ça. Pourquoi la même maman, elle, qui donne l'histoire, a été bien encadrée et tout? Mais c'est cela. Tu l'enlèves donc des serres de sa maman, en disant, ce que j'ai reçu dans la maison aussi, je vais te donner ça. Je ne peux pas accepter que tu te perdes. Que le tonnerre gronde ou tout ça, c'est elle qui va dire à son frère Charles, tu n'étais pas là, moi je prends ma fille. D'accord. Pamela Fomen, donc même maintenant, elle peut même justifier ça en disant, elle gronde moi. Mais en fait, l'échec de Nathalie, c'est mon échec aussi. Elle devrait dire cela. Donc si elle est vraiment, elle a le cœur pour sauver sa fille. Parce que si ça avait été ses propres enfants, je crois qu'elle n'aurait jamais accepté que son enfant passe une nuit hors de la maison. Moi, je crois que la tante, honnêtement, je suis un peu déçue par son comportement, de dire que je ne sais pas ce que je vais faire de ma nièce qui a déjà un enfant. Et c'est elle-même qui dit dans l'histoire qu'il y a une dame qui veut héberger ma nièce et en contrepartie, ma nièce doit accoucher et lui donner l'enfant. Vous qui êtes membre de la famille, vous faites quoi pour votre nièce? Pour parler comme les autres, vous faites quoi de votre nièce? Non. Je crois que nous, les jeunes filles, on a souvent cette habitude de dire que non, c'est que le père dit, le père n'a pas raison, on préfère aller
on pouvait se lancer dans les bras de quelqu'un d'autre. L'histoire démontre que la jeune fille s'est vraiment trompée sur le copain qu'elle croyait. Le gars a vendu le rêve à la jeune fille, elle croyait que non, même si mon père m'interdit quoi que ce soit, je suis sûre que la personne que j'ai rencontrée va me mettre à l'abri du besoin. Que non, elle s'est trompée et ça peut arriver. Moi, je n'ai aucun reproche à faire à cette maman parce que les mamans sont toujours protectrice. Les mamans, je crois que quand on veut toujours faire quelque chose à la maison, en bien comme en mal, la mère c'est la première personne vers qui on va en disant maman, c'est vrai que j'ai dit à papa que j'allais chez ma copine faire le devoir, mais en réalité, je suis en train d'aller hors de la ville pour aller m'amuser avec les petits copains. À la mère, on a cette facilité de dire ce genre de choses. Pas pour dire que la mère va nous encourager, mais la mère ne pourra pas aller vers notre père et dire oui, je vous dis. Ma mère est peut-être plus dangereuse que mon père ça, encore. C'est votre cas. Moi, j'ai eu toujours cette facilité de dire des choses à ma mère. Honnêtement, c'est vrai que donc, parfois ça m'était. Vous étiez en train de voyager, quoi. Je ne sais pas de mon histoire dont je parle. Je dis, il y a des choses qu'on a eu à faire. Les parents couvrent, la mère surtout couvre en disant que non, c'est ma fille. Mais quelque part, croise les doigts que vivement rien n'arrive à son enfant parce qu'elle ne saura pas quoi dire à son mari plus tard. Parce que son mari va lui demander que mon enfant est allé où. Elle va dire ce que l'enfant a dit à son père, mais au fond d'elle, elle sait que ce n'est pas vrai. Je crois qu'elle a fait un élan de complicité ou bien elle veut protéger son enfant. Je suis peut-être d'accord avec elle. Mais l'histoire révèle également que la mère ne fait rien au quotidien. Mais si elle est quand même dans des tortines, dans les réunions, qu'elle prenne un peu d'argent, qu'elle mette sa fille à l'école, elle a seulement 21 ans, rien n'est perdu, elle peut encore reprendre sa vie. Si elle a décidé, je crois que là je vais encourager la jeune fille qui est tombée enceinte, elle a décidé non, de ne pas interrompre la grossesse, elle va bientôt accoucher si c'est le cas, qu'elle prenne son enfant, qu'elle remette à la tante, que la tante s'occupe de cet enfant. Et c'est la tante, pour moi, qui doit ramener la jeune fille chez son père, lui disant, voici ce qui s'est passé. Je crois que la couleur n'est pas éternelle. Ça peut arriver que le parent prenne une décision vraiment qui un peu bizarre, mais après, je crois que le temps va guérir un certain nombre de choses. Quand le grand-parent verra l'enfant, je crois qu'il sera quand même un peu apaisé, sauf si c'est quelqu'un que je ne sais pas. Mais elle a déjà conçu, elle doit accoucher. Et la suite, qu'elle reprenne le chemin de l'école. Elle a seulement 21 ans et rien n'est perdu jusqu'ici. On a très souvent vu dans des séries, dans des histoires où quand la jeune femme a accouché, je ne sais pas, peut-être chez sa tante actuelle, au bout de quelques temps, la tante et la jeune fille prennent l'enfant. On les voit à l'entrée même de la cour. Le papa, lui, là, assis là, il est en train d'écouter son poste radio, il boit son matango tranquillement. On les voit à genoux, avec le bébé entre les mains. Ce n'est pas la logique. Ce n'est pas la logique. Ça, c'est même encore une insulte à l'endroit du père. C'est une insulte. Parce que, oui, c'est une insulte. Les bonnes négociations se font dans la nuit. Les bonnes négociations se font autour d'un bon repas. Vous pensez que la tante qui vient à la maison tous les jours avec les repas, au-delà de venir saluer le père, au-delà de venir vous saluer, elle vient vous dire, je suis là, ne m'oublie pas. Souviens-toi que je vis. Souviens-toi que j'existe. Mais sache que j'étais toujours nourri et je continuerai à assumer mon devoir de mère en te nourrissant. Lorsqu'elle finit pour laver les assiettes qu'elle a ramenées chez vous, vous pensez qu'elle va sortir sans communauté 20 000, 30 000, 40 000. Ça, c'est les stratégies, c'est les négociations. Et pendant qu'elle mange ce repas, et ces mamans s'arrangent toujours à préparer ce qu'elle est sûre que votre femme ne préparera jamais. Vous comprenez? Vous allez voir une maman, sa spécialité c'est la banane malaxée. Votre femme fait tout ce qu'elle va préparer. La mère là un dimanche, elle dit que mon fils, elle vient te saluer. Le jour là, vous êtes surpris qu'il n'y a pas de bouillon. Il est à la maison. 13 h, la maman vient toquer, elle entre avec, tu vois, le panier. Dès qu'on lui dit que ça ne part pas à la cuisine, amenez ça directement à la table. Et c'est ça qu'il attend. Il mange. Pendant qu'il mange, il prend les nouvelles de la mère. Ça se passe comment? Et tout la mère dit que yo, quand tu restes comme ça, tu penses que tes enfants qui sont à la maison, tes frères font comment? Pendant que un doigt, deux, il mange le munga. Pendant qu'il sent comment ça descend dans ses... Elle lui dit que d'accord, j'ai compris, passe au bureau. On ne peut pas causer de l'affaire si la sorcière là, elle là, passe au bureau. On va causer de ça. Pourquoi vous me prenez le dire non, la sorcière elle là, on cause au bureau. Ça va, vraiment. Toi aussi, tes enfants, ils passent le temps à déranger. Tu continues que c'est normal. La femme derrière dit que c'est ça. Alors que les négociations. Parce que non, trouve-moi au bureau. On ne peut pas gérer cette affaire ici à la maison. Mesdames, asseyez-vous désormais pour manger avec les tantes là. Non, vous ne pouvez pas vous asseoir. Non. Vous ne pouvez pas vous asseoir. C'est là où on pose tous les problèmes et on commence à prendre les décisions.
tu n'es pas passé à la maison. Et à ce moment, tu joues même au foiré. C'est madame qui le paie le transport Oui, pour rentrer. techniquement. Mais elles ont les techniques. Bon, elles ne vont pas payer, elles vont dire que la mère, je t'accompagne. Elle va amener la mère à 500 mètres du domicile. Et elle va commencer après un peu de chemin, on ne sait pas les discussions qui peuvent entrer là. Demain, vous avez son frère. Voilà. Ok, en tout cas, madame, vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Ce fardeau est votre fardeau. Cette jeune fille a plus que jamais besoin de vous et vous devrez être la pierre sur laquelle, justement, sera bâti l'édifice de son avenir. Juste derrière, La colère de Charlemagne Batchou. Je m'interroge ce jour sur la question du manque de matériel et médicaments dans les infirmeries des établissements scolaires au Cameroun. Cas de la ville de Douala. Où va l'argent alloué aux infirmeries dans nos établissements scolaires? Question à 1000 francs. Quelles sont les pathologies prises en charge dans les établissements scolaires dans ce pays? Quelle est la qualité des plateaux techniques des infirmeries dans nos établissements scolaires? Quels sont les critères de recrutement du personnel soignant dans les infirmeries scolaires dans ce pays? Qui a la responsabilité de renflouer le stock de médicaments dans les infirmeries scolaires? École publique de Deido. Dans quel état? École publique de Biémassi. Dans quel état? École publique à Bonabéry. Dans quel état sont les infirmeries? Lycée. Alors là, c'est la catastrophe complète. Absence de lit. Juste un siège avec une question. Donne le numéro de ton père ou de ta mère. On va appeler. Allô? Allô? Oyengele est malade, hein? Vous êtes où? Pardon, votre enfant chauffe, venez prendre votre enfant. Voilà comment on appelle les parents, les pauvres parents à venir récupérer leur colis. L'accueil et l'accompagnement des enfants, ça se passe dans quel sens? Combien d'élèves même sont au courant qu'il existe une infirmerie? J'ai fait le tour des différents établissements scolaires que nenni. Les élèves ne sont pas informés parce que l'infirmerie est parfois derrière au Shabbat, à l'arrière des bâtiments isolés. C'est là où on pisse. Si l'infirmier attrape, elle chasse toutes les odeurs. Les portes sont constamment fermées. Et étrangement, ce bureau est collé au bureau du conseiller d'orientation. Peut-on encore dire que les infirmeries et leur personnel procèdent encore à la gestion des maladies, maux de ventre, la promotion de la santé et sensibilisation, les toilettes, je parle trivialement, les toilettes des établissements, prévention dans le domaine des addictions, de la sexualité, du secourisme, de la nutrition et du bien-être à l'école, les premiers soins et soins d'urgence, la consultation médicale et bilan de santé de l'élève, la protection de l'enfance. Comment comprendre que le problème de santé au sein de l'école ont du mal à être géré tant pour les enseignants que les élèves? Savez-vous, une élève s'est plainte. Elle souffrait des règles douloureuses, des difficultés à se tenir debout. On lui a demandé si elle connaissait son quartier. On a appelé son parent, on a pris un taxi dépôt. On lui a dit rentre à la maison sans qu'elle ne soit accompagnée par un responsable. Les enfants sont-ils sensibilisés sur l'importance de l'infirmerie?
Mieux les parents conseillent-ils à leurs enfants d'avoir recours à l'infirmerie avant toute autre chose. Pourtant, dans l'inscription, on paye l'assurance. Il y a l'assurance qu'on paye dans les inscriptions scolaires pour ceux qui ne le savent pas. Détaillez votre pension, il y a l'assurance. L'enfant venant à l'école a un accident, il y a l'assurance. En français facile, beaucoup d'instituts scolaires n'ont pas d'infirmerie du fait des détournements de fonds alloués aux infirmeries scolaires. Comment comprendre cette dichotomie qui existe entre les responsables de l'infirmerie et l'école dans les orientations de la politique de santé, de prévention, d'éducation à la santé, d'hygiène et de sécurité? Comment comprendre le fait que l'infirmerie soit handicapée face à certains cas qui nécessitent un déplacement mieux pris en charge des plus urgents? Quel traitement pour une fièvre ou un malaise, un choc brutal en cours d'éducation sportive, une coupure lors des travaux pratiques? C'est une réalité. Tous les lieux d'acquisition ne sont pas équipés en ressources humaines et médicales susceptibles de sauver des vies dans nos écoles. Nos infirmeries disposent juste d'une table, d'une chaise et un lit d'observation et quelques paracétamol avec une infirmière qui relève sur un bout de papier l'état de l'enfant et le nombre d'heures de repos si nécessaire, auquel a droit l'enfant, ou encore le congédie avec un pied. Pire, dans l'ensemble des établissements scolaires privés, il n'y a même pas une salle. Il n'existe même pas une salle d'infirmerie, je dis enseignement privé. Tellement on est poussé vers le gombo que ce type n'existe pas. Encore moins conseiller d'orientation. C'est un capitalisme à outrance. Pourtant, le gouvernement, par le biais de ses différents ministères, est censé mettre à la disposition des établissements un protocole sur l'organisation des soins et des urgences, constitué d'une trousse de premiers secours qui doit comporter, entre autres, un antiseptique, des compresses, des pansements, plus le matériel indispensable pour les soins, une liste de produits d'usage courant, sans toutefois oublier la présence d'un équipement d'un médecin scolaire garanti de pouvoir opérer tous les dépistages nécessaires. Y a-t-il seulement un médecin scolaire dans nos établissements scolaires? Que non. Comment comprendre que face aux affres de la pandémie, des différentes pandémies, les enfants ne soient pas préparés, prédisposés à affronter? On l'a vu pendant la période du Covid. Clean School. Pourtant, les ministres de la Santé, les différents ministres nous avaient promis que tout devrait être fait pour avoir une école de qualité, une véritable école où éducation et santé marchent main dans la main. Mais à ce qui paraît, la santé, elle est hors de l'enceinte de l'établissement. C'est une réalité très cuisante. Je me rappelle, c'était en 2006, un article issu d'une enquête qui avait été menée par le journal Le Messager dans la région de l'Ouest faisait état du fait de l'état de délabrement et même de la non-existence des infirmeries dans les établissements scolaires. On avait parlé du lycée de Penka-Michel à cette époque, en 2006. On était revenu justement avec une enquête 4 ans plus tard, en 2010. Le même journal Le Messager avait parlé du fameux business des médicaments scolaires. Où on arrive, les parents payent, Dominique Audrey, les parents payent effectivement dans l'APE. On dit que l'argent des médicaments qui vont servir à renflouer l'infirmerie est payé. Mais l'infirmier en fait son business. Il a son petit kiosque dehors, hors du lycée. C'était 2 enquêtes qui avaient été révélées avec 4 années d'intervalle. Aujourd'hui, on se retrouve, on se dit, vous étiez souvent, vous aviez l'habitude d'aller dans les infirmeries au collège? Le jour où j'ai eu, je ne sais même plus trop ce que j'ai eu, et on m'a donné le paracétamol, je ne suis plus allée là-bas. Moi, je m'étais foulé la cheville, on m'a donné le para également. Voilà. Un truc qui n'avait rien à voir avec ça. Ouais, ibuprofène. Je ne sais pas, ça n'avait rien à voir, ça ne demandait pas le paracétamol. Les ibus même, c'est récent. À l'époque, c'était rien que le para. Donc moi, je n'y suis plus allée et on gérait à la maison. C'est le tableau que Charles Hamel peint, un tableau qui est commun. Même les enfants qui nous regardent à la maison aujourd'hui, qui ne sont pas allés à l'école, on dit que oui, bah, c'est vrai, même chez nous, non. Quand tu arrives, tu vas même voir le matelas sur lequel on nous demande de coucher. C'est la magie. Tu te couches là-bas, ta tenue même va se salir. Parfois, tu arrives, même l'infirmière n'est même pas là. Et après, elle te demande que tu as même mangé aujourd'hui avant de venir à l'école.
Avant de oui, c'est commencer. ça. Non, non, on dit, tu as mangé un énorme vertige. Donc, malheureusement, on a l'impression que ce sont des personnes qu'on a ramassées comme ça au quartier, à qui on donne la possibilité d'assurer, de gérer l'infirmerie. Pourtant, quand vous regardez comment ça se passe ailleurs, dans d'autres pays, on vous fait savoir que l'infirmerie est le deuxième lieu dans lequel, l'école est le deuxième lieu dans lequel les enfants passent le clair de leur temps. Ça signifie que on devrait avoir une formation infirmière ou bien une infirmerie qui soit à la hauteur des attentes. En prenant les dossiers des différents élèves, on doit savoir que dans la classe de Monsieur Mbachou, il y a un asthmatique. Dans la classe de Madame Fomen, il y a un diabétique. Chez Mbombo Mbengan, on peut avoir un type de diabète maigre ou sucré, je ne sais pas trop comment les différents types de diabète. On peut avoir, on a un enfant qui est à mobilité réduite ou bien qui a un handicap. Ça veut dire que l'infirmerie doit pouvoir avoir le matériel nécessaire pour gérer tout type d'enfant, du moins les premiers soins. Parce que les infirmiers, à la base, même s'il faut référer un cas dans un hôpital, doivent pouvoir assurer la veille en attendant qu'un médecin spécialisé puisse prendre l'enfant en charge. Mais malheureusement, dans nos établissements aujourd'hui, on ne peut même pas faire un garrot. Si jamais l'enfant se fait mordre, on ne peut pas faire... Quand on met souvent le bois là, quand l'enfant se casse, on appelle ça comment? Son nom m'échappe. Oui, bon. Quand on met le bâton, 2 bâtons là, pour arrêter, oui, le bras, l'os quand vous avez un déboîtement. Oui, donc difficile, on a l'impression que ces gens ne savent pas. On a plus l'impression que la médecine scolaire n'existe pas. Et même la médecine du travail, dans certaines entreprises, ça n'existe pas. Donc, vraiment, on est obligé donc d'avoir des parents qui sont tout le temps qui vivent, surtout pour des enfants, des parents qui ont des enfants malades à l'école, qui sont toujours aux aguets pour savoir est-ce que mon enfant n'a pas eu une crise aujourd'hui. Et par cette saison sèche, les risques d'asthme ça va. Oui. Donc vraiment, on pourrait encore éventuellement arranger les choses. Si on donne un espace bien aménagé à ces différentes infirmeries, si on donne beaucoup plus que des paracétamol, parce qu'il faut aussi savoir que sur le plan psychologique, les enfants ont besoin d'accompagnement. Peut-être c'est pour ça qu'il y a les conseillères d'orientation à côté à Charlamel. Il y a des enfants qui sont des fois, il y a bureau, mais il n'y a personne dedans, c'est toujours fermé. Voilà. En tout cas, Pamela Fomen, je me fie à cette liste du 3 juillet 2020. Un arrêté ministériel qui détermine la liste des médicaments qui entrent dans la boîte à pharmacie des écoles. Je cite: paracétamol pour les analgésiques. Bon, ça, on a ça, c'est versé. Anti-inflammatoire. Est-ce que vous en avez déjà vu dans une infirmerie? Ibuprofène. Ibuprofène. D'accord. Mettons cela. Antipaludéique. Oui, il y en a. Antihistaminique. Il y en a. Antihistaminique. C'est le primalan. C'est le primalan pour les gens qui ont des démangeaisons. Voilà. Tout ça. Continue. Antispasmodique. Oui. Spaphone. Les spasmes, les voilà, douleurs de ventre, les spasmes, les femmes. Voilà. Bronchodilatateur. Traduction simple, les médicaments pour l'asthme. Ok, oui, je vois. Vous savez comment on faisait en classe? On avait une camarade. C'est rien que quelques médicaments. Hein, on avait une camarade quelque part en Guayaquil là-bas qui souffrait d'asthme, et pour gérer ça, on était obligé de lui chercher le plastique en classe. Hein. Elle souffrait d'asthme. Oui, et après on lui donnait des bonbons ou bien du sucre. Hein. J'espère que Pamela Fomen, parlons des bronchodilatateurs. Les médicaments. Non, pas en français, c'est pour que les gens comprennent. Oui, bon, la ventoline pour l'asthme. Je me rappelle à une époque, quand j'étais encore au lycée, quand une fille tombait de l'asthme à l'école, d'abord on accusait le proviseur. Ça sent la sorcellerie, l'affaire-ci. Finalement, quand on l'emmène à l'infirmerie, l'infirmière n'a pas de ventoline. Elle est obligée de nous dire gardez-vous, laissez-la respirer. On enlève sa tenue, on commence à faire le... Que chaque élève a déjà... C'est incroyable. Finalement, moi, pour avoir fait le privé, je crois que j'ai tout mon le privé, vous aviez l'argent. Vous avez eu beaucoup de chance. Hein. Oui, j'ai jamais fait le lycée, je sais pas comment ça se passe. Moi, je pouvais caler là-bas, il n'y a pas l'argent. Le privé, j'ai jamais fait le privé. Moi, je me rappelle pas s'il y avait des trucs comme ça, je me rappelle pas.
je me rappelle pas, je n'ai pas donné citer l'établissement, mais je sais, parce que quand je vous dis tout mon parcours, ça veut dire que de la maternelle en terminale, s'il y avait eu une salle comme ça, je sais tellement, j'aurais su. Moi, mes amis, parfois lors des épreuves physiques et sportives, il y avait souvent ce genre de choses qui arrivent, parfois la course, parfois la vitesse. Quelqu'un essaie de faire la roulade avant la tête au sol. En voulant exactement faire ce que le professeur demande, il y a des gens qui se retrouvent dans ce genre de situation. On arrive à l'établissement, on est obligé d'envoyer, parfois même les élèves sont en train de faire cours, on demande à un élève, je sais pas, la classe de cours moyenne ou bien, je sais pas, troisième même, voilà l'argent qu'on remet à l'élève, va acheter le médicament hors de l'établissement scolaire pour venir injecté à l'enfant qui est tombé malade. Moi, personnellement, je me rappelle pas avoir déjà vu cela. Maintenant, les infirmières qu'on met dans ces établissements, est-ce qu'elles ont reçu la formation? Parce que vous qui venez pour un mal de tête, on vous donne le paracétamol. Vous qui venez pour autre chose, on vous donne le même médicament. Moi qui ai les problèmes de vue, je suis pas peut-être censé prendre le médicament. On me donne le même médicament. On vous donne le para. Dites une fois. On va déclencher quelque chose à l'élève que je ne sais pas. C'est pour ça que les parents, lorsqu'on vient inscrire l'enfant, le parent précise toujours que mon enfant souffre de tel ou tel autre mal. Ça fait que lorsque l'enfant a un problème à l'établissement, on connaît le médicament qu'on va donner à l'enfant, mais on doit, l'établissement à la charge d'abord de s'occuper de l'enfant. Après, on appelle le parent ou bien les parents de l'enfant lui disant voici la situation de l'enfant. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on observe. Dès que l'enfant a un peu mal, pourquoi tu n'es pas sorti avec ta ventoline? On prend pour son ami ou bien pour son ami en classe. On aide d'abord, c'est à tort. Honnêtement, je crois qu'avant de... Et il faut dire que chaque année, dans ces établissements scolaires, la pension augmente. Oui. Et ce n'est pas pour arranger un problème, ce n'est pas pour résoudre un problème. On dit qu'on peut monter le niveau, le mur de la barrière. Mettre les robinets. Franchement, parfois vous entrez même dans cette salle, l'odeur même seulement augmente votre mal. Bon Mengane, 1988, les textes qui régissent le fonctionnement des établissements scolaires, cantines et tout, avec à côté la section 3 consacrée à la santé au sein des établissements scolaires qui spécifie clairement son article 4. Le gouvernement du Cameroun est chargé de fournir les établissements scolaires en médicaments à travers le département ministériel de la santé publique. Oui, vous avez l'impression que Manaouda Malachi a vraiment saisi cette partie de l'affaire ou alors il n'était même pas au courant du projet? Il n'était pas au courant du projet. Mais bon, comme il a un certain âge, peut-être il a vécu certains soubresauts. Oui. Je vous ai dit de retenir cette date. Samedi le 18 juin 1983. Au mois d'août, on était à cette province, on est allé à 10. Et là où vous entendez dire que l'extrême nord est la fille aînée du renouveau. C'est-à-dire, quand on disait le décret, on a commencé par l'extrême nord. On a coupé la région en 3. Voilà, c'était la région. Voilà. Okay. Donc, là où est née la province, l'extrême nord du nord, et de la Damawa. Donc le nord avait été divisé en 3, comme la province de centre-sud a été divisée en 2, centre et sud. Il était, j'allais dire quoi, je vais à la suite de Charles Hamel, il y avait en chaque province ce qu'on appelait centre médico-scolaire. C'est-à-dire qu'en dehors de l'handicap physique qui était perceptible, donc je veux dire quelqu'un il est handicapé moteur, même ceux qui avaient des problèmes de vue, il fallait que lorsqu'on vient s'inscrire à la rentrée, comme c'était le cas dernièrement, le centre médico-scolaire qui était au niveau du chef-lieu de la province atteste que tel enfant a effectivement mal aux yeux. Tel enfant ne peut pas faire des activités de sport parce que ces poumons-là, il a. C'est ça qui faisait qu'on disait tel est inapte, tel est... Ça existe encore aujourd'hui? Ça devrait exister. Ça devrait exister. Moi, j'ai vu ça juste à l'université. Hein, quand on entrait à l'université, on nous a dit centre, c'était quoi, médico-social? Voilà. Oui. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit donc, que le Cameroun a commencé à sombrer ce samedi. Qui était le ministère de la Santé publique à l'époque? Je pense que c'était Témo Louatanas qui avait été changé par Hubert Nkoulou. Oui. Voilà, c'est à ce moment donc que ça commence à changer au niveau de cette organisation. Et il y avait à l'époque, il y avait encore ce qu'on appelait coordination de l'action gouvernementale.
Et il y avait des conseils des ministres qui se tenaient. Donc, et il n'y avait qu'un seul ministère en charge de l'éducation. Comment vous avez un ministère en charge de l'éducation qui s'occupait de tout et les choses allaient bien? Maintenant où on a fait semblant d'éclater, ça s'est bloqué. La machine s'est grippée. Donc, dans les établissements, il fallait donc... Et les lycées, à l'époque, en dehors de Douala et Yaoundé, qui avaient des lycées particuliers, parce que Douala, je pense, avait 4 lycées, et Yaoundé en avait 2. Les lycées étaient seulement au niveau des départements. Et c'était des lycées classiques, dits classiques. Seconde, première, terminale. Donc, tous les CES et CEG étaient au niveau des arrondissements, des districts. Quand vous passez le BPC, tout le monde va vers le chef-lieu de département qui avait un lycée classique. Donc, c'était coordonné comme ça. Au point où vous sortez du CES de Ndom pour le lycée classique de Déa. Vous venez, oui, on ne faisait pas. Vos parents étaient obligés de venir au centre médico-social à Bonanjo pour attester que oui, il a des problèmes d'asthme, il a pour que l'infirmerie du lycée classique de Déa puisse voir. Ça se faisait partout, à Bafia, n'importe où, à Fumban et tout. Donc aujourd'hui, quand Charles Lamel le fait, effectivement, parce que en fait, même pour les privés, c'était l'une des conditions avec la pratique du sport. Ouais, les aires de voilà, temps, on disait, on appelait ça dans ce texte que vous citez, les infrastructures pour le développement des activités post- et périscolaires. Voilà. Oui. Donc, si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas l'autorisation. Vous n'avez pas l'autorisation d'ouverture d'un établissement scolaire. Vous n'aviez pas. Bon, aujourd'hui, apparemment, vous êtes des évolués. Bon, ça dépend où est-ce qu'on pose évolution. Donc, en fait, comme on dit, on s'assoit, Dieu nous pousse. Et très souvent même on se retrouve, je me demande un peu si c'est pas pour pallier à ça que les gars ont commencé à créer les clubs Croix-Rouge, parce que quand moi j'étais au lycée, justement non, il y avait ce qu'on appelle le scout, le secourisme, c'était des choses, voilà, il y avait les clubs scouts. Oui. C'est-à-dire que la notion de secourisme était à partir de l'école primaire. Moi, je n'ai pas fait le lycée comme vous, mais je connais. Aujourd'hui, très souvent, même quand ça, on va dire cela comme le secourisme, quand ça cuit là, voilà. Les gars, on voit les gars venir chercher les gars du club secourisme pour venir. Voilà, le secourisme, c'est là. C'est une spécialité. On le faisait pour ceux qui étaient dans le club scout. Mais quand tu entres en 6e, club Croix-Rouge, vous avez, il y avait partout. C'est une spécialité, voilà. C'est une spécialité camerounaise. Bon, on n'a plus beaucoup de temps. On va marquer une courte pause en musique, l'histoire de digérer un tout petit peu les paracétamol qu'on a avalés. On va se retrouver derrière.